Donc tout d'abord, bonjour, merci d'être venu assister à cette conférence. Donc je me présente, je m'appelle Antonin Mélier et je suis architecte technique chez voyagesncf.com. Donc j'ai rejoint les équipes de Voyage SNCF en 2009, tout d'abord dans les équipes de production au sein de l'exploitation applicative. Et c'est là que j'ai appris toute l'importance qu'il fallait apporter à la production. Et c'est aussi là que j'ai appris toute l'attention qu'il fallait porter à n'importe quelle action qu'on réalisait en production. Depuis environ 4 ans maintenant, je suis architecte technique et je peux participer maintenant au projet dès leur phase de lancement et les accompagner jusqu'à leur mise en production. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui a commencé il y a bientôt 2 ans et qui est en production depuis un peu plus d'un an maintenant, et qui avait pour but de créer chez Voyage SNCF un CDN en propre, configuré et administré par nos équipes. Donc comme vous le savez sûrement, Voyage SNCF a comme activité principale le e-commerce, et depuis quelques années, nous faisions appel à un intermédiaire, le CDN Akamai, entre nos internautes et nos applications. Donc le but du projet, c'était de reprendre la main sur cette brique technique et aussi, par la même occasion, du coup, nous rapprocher de nos internautes en supprimant cet intermédiaire. Donc le but de la présentation aujourd'hui, ça va être de vous expliquer pourquoi nous avons décidé de reprendre la main sur cette brique et comment nous l'avons réalisée. Donc dans la présentation, je vais d'abord vous rappeler ce que c'est un CDN, vous expliquer comment nous l'utilisions chez Voyage SNCF. Ensuite, je vous dirai quelques mots sur l'organisation et sur l'infrastructure que nous avons mis en place sur le projet. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous donner quelques informations de contexte sur Voyage SNCF. Donc Voyage SNCF est le premier e-commerçant français en termes de volume d'affaires. En 2015, nous avons vendu 83 millions de voyages et nous avions 12 millions de visiteurs uniques par mois sur nos sites web et mobiles. Voyage SNCF, c'est environ 40 sites et 25 applications mobiles. Et pour ma part, moi, je travaille pour voyagesncf.com Technologies, VSCT, qui est en fait la branche IT de Voyage SNCF. Plus particulièrement, je travaille pour la direction technique, et notre rôle, nous, à la direction technique, c'est de fournir aux équipes projets les infrastructures et les outils nécessaires à la mise en place de tous leurs projets. Chez Voyage SNCF, nos applications sont hébergées dans 2 data centers en France, notre data center historique dans la région de Lille, et un second data center en région parisienne. Donc chez Voyage SNCF, comme je vous l'ai dit, nous utilisions un CDN public, le CDN Akamai, depuis 2005, en amont de nos sites à fort trafic. Et à l'été 2015, nous avons lancé le projet Kate CDN, qui avait pour but de reprendre la maîtrise sur ce composant, mais aussi de développer une solution qui allait correspondre totalement à notre besoin. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un CDN ? Donc un CDN, ou Content Delivery Network, est un réseau interconnecté de serveurs de cache permettant d'accélérer l'affichage des ressources web. Donc les serveurs de cache sont installés au plus près des internautes d'un point de vue réseau, et leur but est de mettre à disposition rapidement les ressources les plus demandées. Aujourd'hui, le marché est dominé par des géants américains, comme Akamai, chez qui nous étions, Cloudflare ou Cloudfront de Amazon. Donc un CDN doit apporter un certain nombre d'avantages aux applications qu'il héberge. Donc tout d'abord, le CDN est censé améliorer l'expérience utilisateur en accélérant la mise à disposition des ressources statiques. Ça, c'est la fonction de mise en cache. Le CDN doit aussi limiter la charge sur les applications qu'il héberge. Par exemple, sur un site comme Voyage SNCF, où la majorité des ressources sont cachables, plus de 90% du trafic est absorbé par le CDN. Le CDN est aussi censé améliorer la robustesse des infrastructures en cas de pic de charge, par exemple prévu ou non. Comme le CDN est le premier composant interrogé par les internautes, c'est lui qui va se retrouver à absorber la majorité du trafic. Enfin, s'il est bien utilisé, le CDN doit être aussi une source de réduction de coûts, car la bande passante facturée par le CDN est normalement le coût de la bande passante est normalement moins élevé que le coût de la bande passante fournie par les opérateurs télécoms classiques. Dans l'infrastructure d'un CDN, on peut identifier 3 composants principaux. Tout d'abord le DNS qui va servir à la résolution des noms, les serveurs de cache qui serviront au stockage des ressources statiques, et enfin les origines qui correspondent au site web des serveurs, au site web des clients, pardon. Donc tout d'abord le DNS. Comme vous le savez sûrement, quand un internaute essaye de joindre un site web, il va effectuer la résolution DNS du nom du site afin de récupérer l'IP correspondant à ce site. Là, dans l'exemple, pour Voyage SNCF qui est
exposé derrière un CDN. Lorsqu'un internaute va essayer de joindre voyagesncf.com, le serveur DNS de son fournisseur d'accès va effectuer une requête DNS auprès des serveurs DNS de Voyage SNCF qui lui répondront en fait que l'enregistrement est porté par les serveurs DNS du CDN. Donc les serveurs DNS du fournisseur d'accès, grâce au mécanisme standard du DNS, vont ensuite requêter les serveurs DNS du CDN qui à leur tour répondront avec des IP correspondant aux serveurs de cache du CDN. Donc ces serveurs DNS, donc ceux du CDN, vont retourner des IP en fonction d'un certain nombre de critères, comme la disponibilité ou la pondération associée à chacun des serveurs de cache, la géolocalisation de l'internaute, ou bien même le fournisseur d'accès de l'internaute. L'une des spécificités d'un enregistrement DNS d'un CDN est que ces enregistrements ont un TTL très court, chez nous nous l'avons défini à 20 secondes, qui permet en fait de rediriger un internaute vers un serveur disponible en cas de problème sur le serveur sur lequel il était précédemment, il requêtait précédemment. Sur un CDN, donc, les enregistrements ont une durée d'environ 20 secondes, alors que sur des sites classiques, on met plutôt des TTL de 1 ou plusieurs heures. Ensuite, une fois que l'internaute a récupéré l'IP associé à un serveur de cache, il va envoyer une requête vers les serveurs de cache pour récupérer ses ressources web. Et donc les serveurs de cache, comme leur nom l'indique, servent à stocker les ressources statiques. Par ressources statiques, souvent on entend les JavaScript, les CSS ou les images. Donc ces serveurs de cache sont répartis dans de nombreux data centers au plus près des internautes. Et quand je dis au plus près des internautes, en fait c'est au plus près des internautes d'un point de vue réseau. Ce qui va se passer, c'est que le serveur de cache va recevoir la requête de l'internaute. Il va d'abord regarder si la ressource est cacheable ou non. Si la ressource est cacheable, il va regarder s'il a cette donnée en mémoire. Si la donnée n'est pas en mémoire ou qu'elle n'est pas cacheable, il va requêter les origines pour récupérer la donnée et la retourner à l'internaute. Dans le cadre d'applications qui sont hébergées dans plusieurs data centers, c'est le CDN qui va effectuer la répartition de charges entre les différents sites. Et dans le cadre d'applications qui ont besoin d'un maintien de session au niveau du data center, c'est le CDN qui va s'assurer que toutes les requêtes d'un internaute sont redirigées vers le même data center. En général, cette affinité est gérée avec l'utilisation de cookies. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, on a les origines qui correspondent au data center du client. Et ce qui se passe, c'est que les serveurs de cache appellent les origines pour récupérer les ressources. L'internaute ne fait jamais d'appel direct à l'infra du client. Toutes ces requêtes passent forcément par les serveurs du CDN. Donc nous, chez Voyage SNCF, comme je vous l'ai déjà dit, nous faisions appel à Akamai depuis 2005. Pendant toutes ces années, Akamai nous avait permis d'absorber, grâce à ses fonctions de cache, l'augmentation croissante de notre bande passante. Il nous avait aussi accompagnés en 2010 lors de la mise en place de notre deuxième data center afin d'assurer la répartition de charges entre les deux sites. Donc nous utilisons Akamai en amont de nos applications majeures, comme le site Voyage SNCF France, les sites Voyage SNCF Europe, nos applications mobiles, et aussi quelques sites de la SNCF. Donc pourquoi abandonner Akamai ? Donc même si chez Voyage SNCF, on a des clients en Europe et dans le monde, la grande majorité de nos clients et la grande majorité du trafic que nous générons vient du territoire français. Comme Akamai est une solution mondiale avec des serveurs de cache installés dans le monde entier, nous nous retrouvions à payer pour une infrastructure que nous n'utilisions pas totalement. Nous trouvions aussi que les outils à notre disposition n'étaient pas satisfaisants. Par exemple, pour la collecte des statistiques ou des logs d'utilisation, il fallait attendre plusieurs heures avant d'avoir les stats complètes. Si nous avions voulu avoir les statistiques en temps réel, c'était une option payante que nous n'avions pas. Nous trouvions aussi que lorsque nous avions besoin d'évolution, comme par exemple lorsque nous avons demandé la mise en place de l'A/B testing, ces évolutions avaient un coût assez élevé et les délais de mise en place étaient assez longs. Et enfin, le dernier point, qui est le point le plus important, c'est que le coût du CDN était facturé à la bande passante utilisée. Et du fait de notre croissance constante, ces coûts étaient en constante augmentation. Juste pour vous donner un ordre d'idée, Akamai nous coûtait à peu près 1 million d'euros par an, et nous avions estimé que la reprise en main du CDN en propre allait nous coûter environ 35% du prix.
Donc c'est tous ces points qui ont fait que nous allons lancer le projet KiteCDN à l'été 2015. Dès le départ, nous avions identifié un certain nombre de critères de réussite. Tout d'abord, étant donné que ce projet était porté par la direction technique, il ne fallait pas que la migration impacte le cycle de release des applications de voyage SNCF. Au niveau des performances, il ne fallait pas non plus que cette migration soit visible pour nos internautes. Nous voulions donc absolument que notre CDN soit au moins aussi performant que le CDN d'Akamai. Étant donné que nous savions aussi qu'il y allait avoir, comme il n'y avait pas de SLA sur Internet et que les incidents réseau allaient être courants, il fallait absolument que notre système soit résistant aux pannes et qu'il puisse détecter et s'adapter automatiquement en cas de problème. Au niveau de la scalabilité, nous voulions que, pour augmenter la capacité du CDN, c'est-à-dire pour augmenter la bande passante disponible pour les internautes, il fallait que cette opération se fasse de la façon la plus simple possible, donc uniquement en ajoutant des serveurs. Nous avions aussi défini dès le départ qu'un des facteurs limitants sur le serveur devrait être la bande passante, et non une ressource système comme le CPU ou la RAM. En fait, ce que nous voulions, c'est que lors de nos tests de charge, le premier élément qui devait se retrouver à saturer devait être la bande passante, et non le CPU ou la RAM à cause de processus trop gourmands. Enfin, la migration devait être réalisée avant juin 2016, car comme les contrats qui nous liaient à Akamai étaient des contrats annuels renouvelés pour une période de 12 mois, si la migration n'était pas terminée avant fin juin, nous aurions dû nous réengager pour une année complète avec les coûts que vous connaissez. Donc notre challenge était donc de mettre en place le design et la plateforme émigrée de nos clients en moins de 10 mois. Donc pour ce projet, on a commencé d'abord par mettre en place une équipe dédiée. Donc chez Voyage SNCF, on expérimente déjà depuis pas mal d'années les feature teams au niveau des équipes de développement, mais c'était la première fois, et dans ces feature teams, nous intégrons aussi régulièrement des personnes à la direction technique, mais c'était la première fois que nous allions mettre en place une équipe auto-organisée avec uniquement des membres de la direction technique. Donc on a monté une équipe avec plutôt des profils de production, où nous étions 4, un ingénieur système, 2 architectes techniques et un ingénieur de production. Et nous avons décidé de colocaliser tous les membres de l'équipe dans un même espace. Et donc grâce à cette organisation, on avait pu grandement améliorer les échanges et les interactions entre les membres de l'équipe. On s'est tous sentis beaucoup plus responsables et impliqués dans la vie du projet, et aussi tous beaucoup plus concernés par le succès ou par l'échec du projet. Un des points qui a facilité la mise en place du projet est que nous étions aussi clients et utilisateurs de la solution que nous allions mettre en place. Donc on avait toute la liberté de choix dans la façon d'implémenter et aussi dans les priorisations des sujets. On n'avait pas besoin de discuter avec un client externe afin de justifier ou non de l'utilité d'une fonctionnalité. Ensuite, un autre point qui a aussi facilité la mise en place du projet est que dès le départ, nous connaissions toutes les fonctionnalités à implémenter. Étant donné que la migration devait être transparente pour nos clients et pour nos utilisateurs, dès le départ, nous savions que nous devions implémenter toutes les fonctionnalités qu'on utilisait chez notre ancien fournisseur de CDN. On a pu donc écrire la backlog avec tous les sujets techniques, les organiser en lots, et ensuite on a implémenté les lots au fur et à mesure. En revanche, on n'a pas pu ouvrir aux internautes notre CDN avant d'avoir implémenté quasiment la totalité des lots, toujours pour la même raison, étant donné que la migration devait être le plus transparent possible. On a dû attendre d'avoir un produit quasiment fini avant de pouvoir l'ouvrir au public. Pour le projet, nous voulions aussi intégrer au maximum les équipes de voyage SNCF. Donc on a fait appel aux équipes de dev afin de mettre en place le portail de gestion de config. Donc ce portail de gestion de config a été réalisé par 2 personnes dans les équipes de dev, un PO qui avait le rôle de testeur et un développeur. Et cette équipe a utilisé la méthodologie agile pour réaliser le projet. Donc on a écrit toutes les user stories concernant l'utilisation du portail. On a aussi priorisé tous les sujets par sprint. Et on a mis en place toutes les cérémonies, genre sprint planning, rétrospective. Et c'est grâce à cette organisation que la mise en place du portail s'est faite en parallèle de la mise en place de notre infra. Et on a pu avoir rapidement un portail avec des fonctionnalités de base qui s'est enrichi au fur et à mesure des sprints et au fur et à mesure de notre avancée. Avec un peu de recul, pour moi, je pense qu'on aurait dû intégrer totalement les membres de l'équipe de dev dans notre équipe afin de partager une backlog commune, de nous impliquer un peu plus sur la gestion la mise en place du portail, mais aussi de les faire participer à la construction de l'infra
et voilà, sur toute l'infra. Donc maintenant que je vous ai parlé de l'organisation, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet sur la mise en place de l'infrastructure. Donc la première étude que nous avons lancée a été l'étude concernant le choix des hébergeurs. Donc pour être efficace, un CDN doit être au plus près de l'utilisateur final, mais il doit être aussi correctement interconnecté avec les data centers des clients. Nous voulions absolument qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible entre nos clients et notre CDN, et entre notre CDN et nos data centers. On a donc comparé la liste des points de réseau, la liste des points de présence réseau d'un certain nombre d'hébergeurs avec la liste des points de présence de Orange, qui est notre fournisseur d'accès Internet sur nos data centers de Lille et de Paris, et avec la liste des points de présence des autres opérateurs qui fournissent les accès Internet à nos utilisateurs, comme Free, SFR et Bouygues. Et donc grâce à cette comparaison, on a sélectionné uniquement des hébergeurs qui avaient au moins un point de présence commun avec chacun des hébergeurs télécoms. Cependant, cette étude n'était pas totalement complète parce que nous n'avions pas le moyen de connaître ni les accords de peering particuliers entre les opérateurs, ni la qualité des interconnexions. En fait, il peut se passer que même si deux serveurs sont distants de quelques dizaines de kilomètres, lorsque les deux serveurs vont essayer de se joindre, leurs requêtes vont peut-être faire le tour de la France à cause de mauvais accords de peering, ou bien lorsque les liens les plus directs se retrouvent saturés. Nous voulions aussi que les hébergeurs puissent nous proposer à la location des serveurs physiques. Il nous fallait aussi, étant donné que nos serveurs allaient être exposés en direct sur Internet, il fallait absolument que les hébergeurs puissent proposer des offres anti-DDoS intégrées à chacun des serveurs. Nous voulions enfin que les OS soient installés, configurés et managés par nos équipes. Pour les serveurs de cache, nous avions quelques besoins supplémentaires. Il nous fallait obligatoirement de la bande passante garantie. Nous voulions un minimum de 32 IP publics par serveur. Comme nous sommes un petit CDN, nous pouvons nous permettre de dédier des IP publics à chacun de nos clients. Et il nous fallait aussi un minimum de 128 Go de RAM par serveur afin de pouvoir cacher en mémoire les ressources du CDN. Pour les serveurs DNS, nous n'avions pas besoin de ressources particulières parce qu'un DNS pour fonctionner ne nécessite pas vraiment de ressources, système. On a fini par choisir 4 hébergeurs en France, donc OVH, Online.net, BSO Network et Iguane Solutions, et nos serveurs se retrouvent installés dans 6 data centers en France. 3 en région parisienne pour Online, BSO et Iguane, et 3 data centers OVH à Roubaix, Gravelines et Strasbourg. Ensuite, une fois que nous avions choisi nos hébergeurs, nous avons pu lancer l'étude sur les DNS. Donc, la particularité d'un enregistrement de DNS d'un CDN est que cet enregistrement est associé à un grand nombre d'IP qui correspondent à toutes les IP des serveurs de cache disponibles. Pour fonctionner, le DNS d'un CDN a besoin de quelques fonctionnalités particulières, comme par exemple la géolocalisation. C'est cette fonctionnalité qui va permettre de retourner les serveurs de cache au plus près de la position de l'internaute. Il faut aussi que le serveur DNS puisse gérer une fonctionnalité de pool d'IP qui doit permettre de retourner un nombre prédéfini d'IP à partir du pool de serveurs disponibles. Et enfin, il faut que le serveur DNS puisse gérer une fonction de pondération qui doit permettre d'affiner au mieux le trafic entre les différents serveurs de cache. Les serveurs DNS d'un CDN doivent être aussi très performants. Du fait du TTL court, ces serveurs se retrouvent à absorber beaucoup plus de charges que des serveurs DNS classiques. Et donc, comme les 3 fonctionnalités que je vous ai présentées ne sont pas présentes dans les produits DNS standards comme Bind ou PowerDNS, nous avons dû étudier une liste de serveurs DNS alternatifs. Et nous avons fini par choisir APHGeoDNS, qui est le serveur DNS utilisé pour le projet NTP Pool. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le projet NTP Pool, c'est le projet qui met à disposition des serveurs de temps dans le monde entier qui permettent la synchronisation du temps entre les serveurs. Donc, c'est un projet écrit en Go qui se base sur une librairie Go utilisée dans pas mal de projets. Comme la gestion d'un DNS public était quelque chose de nouveau pour les équipes de voyage SNCF, afin de nous libérer du temps et de nous permettre de nous concentrer sur les serveurs de cache, on a décidé, après avoir mis en place et validé notre infra, de faire appel à un fournisseur externe pour la gestion des DNS. Pour notre direction, le fait de faire appel à un fournisseur externe devait aussi être un gage de sécurité en cas d'attaque sur les DNS. On a fini par choisir comme fournisseur DNS DIN, car il proposait toutes les fonctionnalités nécessaires au fonctionnement d'un CDN. Malheureusement, DIN a été victime d'une attaque DDoS de grande ampleur qui a impacté ses services.
Et donc cette attaque nous a fait réaliser que comme n'importe quel composant d'une infrastructure, le DNS devait être multifournisseur. Et ça nous a fait aussi nous rendre compte que même si un fournisseur renommé pouvait offrir une protection en cas d'attaque ciblée sur ses clients, il se retrouvait aussi à être beaucoup plus exposé qu'un petit hébergeur. Et donc les clients de ce gros fournisseur peuvent se retrouver à être des victimes collatérales d'attaques menées contre des géants d'Internet. Donc, suite à cette attaque, on a réactivé nos serveurs DNS et maintenant on envoie du trafic sur nos serveurs ainsi que sur les serveurs de DIN. Et c'est grâce aux fonctions standards du DNS qui permettent de déclarer plusieurs fournisseurs pour un même nom de domaine que nous gérons cette répartition de charges. Ce qui se passe en réalité, c'est que les serveurs DNS intermédiaires envoient en parallèle des requêtes sur tous les fournisseurs et pour les requêtes suivantes, ils ne gardent que les serveurs DNS les plus rapides. Donc c'est grâce à ce mécanisme-là qu'en cas de latence ou de perturbation sur un fournisseur, le trafic est automatiquement réparti sur les autres serveurs. Passons maintenant à la partie serveur de cache. Donc tous nos serveurs de cache ont des configurations identiques et sur ces serveurs, on peut identifier deux parties. La partie que moi je nommerai stack de cache, qui va traiter les requêtes internautes, et la partie stack de supervision, qui a pour but de collecter et de remonter les informations sur le système. Au niveau de la stack de cache, on a trois briques différentes. On a HAProxy, Nginx et Varnish. Donc tout d'abord, HAProxy. Donc HAProxy, c'est un composant que nous utilisons massivement chez Voyage SNCF, en frontal de quasiment toutes nos applications. Et c'est un composant qui fournit énormément d'informations dans ses logs standards. Et rien qu'avec l'exhaustivité des logs d'HAProxy, on peut diagnostiquer énormément de problèmes, que ce soit des problèmes sur le CDN ou sur des applications classiques. Nous avons décidé donc, de mettre HAProxy comme point d'entrée et point de sortie de notre CDN. Et le fait d'avoir un composant identique en entrée et en sortie nous permet d'avoir des logs normalisés et uniformisés entre l'entrée et la sortie de notre CDN, et donc de calculer facilement un certain nombre de métriques de notre CDN concernant ses performances, comme par exemple le taux de cache, le taux d'erreur, les temps de réponse, etc. On a choisi dans cette stack de cache d'utiliser Varnish comme serveur de cache. Donc Varnish est un serveur de cache assez réputé, que nous utilisions déjà en interne en frontal de nos CMS, mais qui est utilisé aussi chez pas mal d'hébergeurs de DNS publics. Et du fait de la taille de notre CDN, on peut se permettre de dédier des processus de cache à chacune de nos applications et de cacher uniquement en mémoire les ressources, ce qui accélère d'autant plus la mise à disposition des ressources aux internautes. Enfin, on a intégré dans cette stack Nginx, qui est un serveur web réputé pour sa faible consommation de ressources et pour ses performances, et nous l'utilisons pour enrichir les requêtes avec par exemple des données de géolocalisation, effectuer un certain nombre de redirections comme les redirections par pays en fonction du pays de provenance de l'utilisateur, et aussi pour l'affichage des pages génériques. Donc dans cette stack, Nginx et Varnish peuvent paraître en doublon, mais on a pris le parti et on a pris le choix de prendre des produits pour les fonctionnalités pour lesquelles ils ont été définis à la base, plutôt que d'essayer de tout faire tenir dans un seul produit qui n'était pas forcément créé à la base pour ce besoin. Ensuite, pour que notre infra puisse s'adapter automatiquement en cas de problème, on a mis en place des lignes de vie à tous les niveaux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des lignes de vie qui permettent de valider que le serveur est joignable, que sa stack de cache est fonctionnelle et qu'il arrive à joindre ses origines. Donc ce qui se passe, c'est que chacun de nos serveurs valide l'état de toutes les applications qui sont déployées sur son serveur, mais il valide aussi l'état de toutes les applications qui sont déployées sur tous les autres serveurs de cache. Donc les résultats de ces lignes de vie sont ensuite centralisés et corrélés, et c'est grâce à cette corrélation que nous pouvons décider en automatique si un serveur doit ou non rester dans le pool de serveurs disponibles. Et donc c'est aussi grâce à ce mécanisme que nos serveurs sont sortis ou réintégrés du pool sans aucune opération de notre part. Ensuite, pour la partie supervision, on a décidé d'utiliser Zabbix et Nagios. Donc comme pour la partie stack de cache, ces deux composants peuvent paraître en doublon, mais pour tenir nos plannings et afin d'avoir une partie supervision totalement fonctionnelle dès le lancement du projet, on a fait le choix d'utiliser ces deux composants. Donc tout d'abord, Nagios. Donc Nagios est le logiciel de supervision que nous utilisons chez Voyage SNCF en interne depuis un certain nombre d'années. Et donc nous disposions déjà de toutes les sondes disponibles afin d'avoir de la remontée d'alerte
vers nos équipes de pilotage en cas de problème. En revanche, pour le CDN, nous avions besoin d'une fonctionnalité que nous ne savions pas faire, de quelque chose que nous ne savions pas faire avec Nagios, c'était de faire de la corrélation d'événements. C'est pour ça qu'on a décidé d'intégrer Zabbix à l'écosystème du CDN. Donc Zabbix maintenant nous permet de faire de la corrélation d'événements, et donc c'est Zabbix qui va faire la corrélation des résultats des lignes de vie pour décider si un serveur doit rester ou non dans le pool. Sur nos serveurs, nous avons aussi installé Flume. Donc Flume, c'est un logiciel de la fondation Apache que nous utilisons déjà en interne chez Voyage SNCF pour centraliser vers l'infra Big Data Voyage SNCF toutes nos logs. Donc sur le CDN, nous utilisons Flume pour centraliser la totalité des logs système, des logs HAProxy et des logs Nginx. Et pour vous donner un ordre d'idée, depuis le CDN, nous envoyons environ 10 000 événements par seconde vers l'infra Big Data de Voyage SNCF. Sur chacun de nos serveurs, on a installé aussi un watchdog qui s'appelle Monit. Parce qu'en fait, comme la désactivation d'un serveur se fait via l'utilisation des mécanismes de DNS, et que cette désactivation induit la latence du fait des caches DNS ou bien même des TTL DNS, nous voulions absolument qu'en cas de crash d'un composant logiciel sur nos serveurs, ces composants soient relancés automatiquement sans aucune intervention humaine. Donc après un peu plus d'1 an en production, on se rend compte maintenant que les composants de nos serveurs de cache sont assez stables et que Monit en fait ne se déclenche quasiment que peu ou pas. Une fois que le CDN était en production, et afin de pouvoir suivre son activité et valider nos choix d'architecture, nous avions besoin d'outils nous permettant de visualiser en temps réel l'activité de nos DNS et de nos serveurs de cache. Comme nous n'étions pas à l'abri d'avoir commis des erreurs, il fallait absolument qu'on puisse s'en rendre compte et les corriger rapidement. Dès le départ, on savait que le monitoring allait être une part très importante du projet. Premièrement parce que nous n'étions plus hébergés dans nos propres data centers, donc nous savions qu'on allait avoir des incidents dus à l'hébergement externe, mais aussi que nous allions avoir des incidents dus au fonctionnement d'Internet normal. La visualisation de nos données se base principalement sur Kibana et Elasticsearch. Donc grâce à Kibana et à la centralisation de nos logs HAProxy, on peut avoir un suivi en temps réel du comportement de nos applications d'un point de vue HTTP. Donc dans un seul dashboard, on arrive à avoir une vision globale du comportement de toutes les applications qui sont sur notre CDN. Chez Voyage SNCF, les équipes projets avaient déjà des dashboards orientés métier et performance, mais grâce au CDN, on peut leur donner des dashboards techniques avec un suivi des stats par URL, par code de retour HTTP ou par temps de réponse. Avec un petit peu d'expérience sur le CDN, on se rend compte maintenant que l'un des meilleurs indicateurs de suivi de l'état des applications qui sont déployées sur le CDN, c'est le suivi des codes du ratio par code retour HTTP. Donc par code retour HTTP, j'entends les codes 200, 300, 400 et 500. Et en fait, cet indicateur est un indicateur assez stable dans le temps et qui permet de détecter rapidement un problème sur une application en cas de dérive. On utilise aussi Kibana pour visualiser des stats issus de JobSpark. En fait, on a des JobSpark qui tournent en continu pour agréger les données HAProxy et pour nous permettre d'avoir un suivi sur le plus long terme du fonctionnement du CDN. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on envoie environ 10 000 événements par seconde sur l'infra Big Data Voyage SNCF. Donc il nous fallait absolument des jobs d'agrégation permettant de faire un suivi sur le plus long terme du comportement de notre CDN. On utilise aussi massivement Grafana avec en source de données Graphite ou Zabbix. Et en fait, tous les systèmes et les sous-systèmes du CDN envoient en continu leurs résultats d'exécution, des statistiques sur leur fonctionnement. Donc ils envoient des résultats vers Graphite. Et donc grâce à Grafana, on peut avoir des dashboards de suivi qui permettent de visualiser en temps réel l'état de tous les sous-systèmes du CDN. On utilise aussi Grafana et Zabbix. En fait, pour moi, un des gros points négatifs de Zabbix était la visualisation des graphes et la création de dashboards. Et en fait, en associant Zabbix à Grafana, on peut maintenant avoir des dashboards très visuels permettant de visualiser toutes les données remontées par Zabbix. Tout à l'heure, je vous avais parlé du portail développé par nos équipes de développeurs. Donc le portail d'administration du CDN nous permet
est utilisé comme référentiel de configuration. En fait, dans ce portail, on déclare toutes les applications qui sont déployées sur le CDN et on peut configurer toutes les règles de cache, toutes les règles nécessaires au fonctionnement d'une application. On utilise aussi ce portail comme référentiel d'infrastructure. Donc on a déclaré dans le portail l'intégralité des serveurs du CDN ainsi que l'intégralité des composants techniques. On a inclus aussi une gestion des profils. Donc ça permet à tous les membres de Voyage SNCF de consulter en lecture l'état des configurations déployées sur le CDN. Les membres des équipes projet et des équipes d'exploitation peuvent modifier leurs configurations et les déployer sur les réseaux de test. Mais en revanche, l'activation d'une version en production est toujours limitée aux équipes du CDN. Au niveau des outils de déploiement et d'administration, on a toute une série de scripts écrits en Ruby et de programmes écrits en Go qui s'appuient sur le portail d'administration pour effectuer toutes les tâches d'administration, toutes les tâches automatiques ou manuelles, toutes les tâches courantes. Par exemple, on peut générer tous les fichiers de configuration à partir de ces scripts. La mise à jour des DNS se fait aussi en automatique via l'utilisation de ces scripts. Ces scripts font aussi les tâches de base comme l'invalidation manuelle des caches. Pour finir sur la partie infrastructure, on utilise Ansible et Rundeck. On utilise Ansible comme gestionnaire de déploiement et de gestion de configuration. Donc grâce à Ansible, on n'a plus besoin de faire aucune opération manuelle sur nos serveurs. On utilise Ansible pour pour déployer toute la configuration OS, mais aussi pour déployer toute la stack de cache. On a choisi Ansible pour sa facilité de prise en main, mais aussi par le fait que toutes les tâches dans Ansible sont décrites de façon séquentielle. Comme nous n'avions pas forcément des profils de dev, nous n'étions pas forcément des profils purs développeurs, le fait que les tâches soient décrites de façon séquentielle nous a simplifié grandement la tâche. Nous avons pu écrire des playbooks de déploiement automatique très rapidement. Grâce à Ansible, on peut réinstaller quotidiennement en reproduction tous nos serveurs et on déploie les playbooks Ansible complets une fois par semaine en production. Chez les hébergeurs qui proposent aussi des API permettant de réinstaller les OS, grâce aux appels des API des hébergeurs, on réinstalle d'abord l'OS avant de déployer le playbook Ansible full sur nos plateformes en reproduction. Comme Ansible ne proposait pas dans sa version gratuite d'IHM, donc de portail de suivi et d'administration, on a décidé d'associer Ansible à Rundeck, et c'est Rundeck qui se retrouve à piloter Ansible. Et grâce à Rundeck, on peut suivre l'activité de tous nos déploiements et planifier en automatique les redéploiements en reproduction. Ansible s'appuie aussi sur le portail d'administration du CDN afin de générer son fichier d'inventaire. Et donc dès que nous faisons une modification dans le portail d'administration, que ce soit sur la partie configuration applicative ou sur la partie serveur, ces données sont directement disponibles dans Ansible. Et c'est aussi grâce à cet inventaire dynamique que nous n'avons aucune référence à nos serveurs au niveau des playbooks Ansible, ce qui facilite grandement la maintenance. On va passer maintenant au bilan. Donc après un petit peu plus d'1 an en production, nous nous rendons compte que notre infrastructure est assez robuste, que la stack de cache est assez stable. En fait, on n'a que peu ou pas d'incidents matériels ou logiciels. La grande majorité des incidents en fait, sont des incidents réseau, qui sont en fait des incidents qui se produisent au niveau des interconnexions entre les différents fournisseurs d'accès Internet. Grâce au mécanisme de ligne de vie, tous ces incidents, que ce soit les incidents réseau qui sont assez courants ou des incidents hardware, grâce au mécanisme de ligne de vie, nous n'avons besoin de faire aucune opération pour désactiver les serveurs. Et dès que les perturbations réseau sont résolues, les serveurs sont réintégrés automatiquement dans l'infrastructure. On a réussi à tenir le planning de projet. Donc, le premier site
qu'on a mis en production et qu'on a ouvert aux internautes a été ouvert le 29 février 2016, soit à peu près 6 mois après le lancement du début du projet. Et on a fini de migrer voyagesncf.com le 14 juin 2016. Donc uniquement 15 jours avant la fin du contrat Camaï. Donc je vous laisse imaginer quand même que le planning de migration était assez tendu. Fin juin, on avait 25 sites sur notre CDN et depuis on en a rajouté une douzaine. Donc c'est parce que maintenant nous avons un CDN accessible à des coûts abordables que nous ne limitons plus uniquement le CDN à nos sites à fort trafic. Le CDN nous a apporté aussi pas mal de choses. Aujourd'hui, on a un support beaucoup plus réactif et beaucoup plus de contrôle et de visibilité sur le fonctionnement de cette brique. Comme notre produit est encore assez jeune, on est encore souvent contacté par les équipes projet parce que dès qu'il y a un comportement étrange, la première piste, c'est la faute du CDN. Mais grâce à tous les outils qu'on a à notre disposition, on arrive rapidement à diagnostiquer les problèmes qui, en général, ne viennent pas du CDN, mais au moins, on arrive à rapidement les diagnostiquer et à orienter les équipes pour les aider à la résolution des problèmes. Le fait d'avoir un CDN maison aussi nous permet d'apporter des évolutions fonctionnelles et techniques à des coûts maîtrisés et avec un TTM très court. Mais on garde toujours à l'esprit que le but principal du CDN, c'est de fournir rapidement des ressources aux internautes et qu'il faut quand même que ce composant reste le plus simple possible. On va pouvoir aussi se permettre de choisir l'endroit où nous allons déployer nos nouveaux serveurs de cache. On va pouvoir déployer des serveurs de cache là où sont réellement nos internautes et là où nous voulons vraiment là où nous avons vraiment envie de déployer des serveurs. Au niveau du projet, on a réussi à déléguer les tâches courantes d'utilisation, mais par contre, on a décidé de maintenir l'équipe en place. Au départ, nous pensions qu'une fois que le CDN sera en production, on pourrait déléguer aux différentes équipes d'exploitation la gestion du CDN, comme par exemple déléguer la partie gestion du système à nos équipes système, la partie gestion de la stack de cache à nos équipes d'exploitation applicative. Mais maintenant, on se rend compte que le métier du CDN est quand même un métier à part entière qui nécessite le maintien d'une équipe dédiée à sa gestion. Un des autres gros points positifs du projet a été toute l'autonomie et la liberté que nous avons eue pour mettre en place notre infrastructure. Donc la direction de Voyage SNCF nous avait fait une totale confiance et nous avions une totale liberté dans les choix et dans la façon d'implémenter la solution. Nous étions quand même régulièrement challengés et nos choix étaient validés lors des présentations d'avancement régulières. Mais en revanche, l'infra qui est aujourd'hui en place correspond à peu près à ce que nous avions pensé au départ. Donc pour un sujet aussi sensible et visible, c'est une très belle marque de confiance qui nous a été apportée. En termes de chiffres, on atteint régulièrement environ 2 gigas de bande passante en sortie de notre CDN, donc avec à peu près 10 000 requêtes par seconde. Donc ces pics se produisent lors des campagnes de promotion ou lors des ouvertures de vente de train. Mais comme nous ne sommes pas un catalogue, un site de e-commerce classique avec un catalogue et des images qui représentent les produits, les chiffres de bande passante ne sont pas énormes. Par contre, toute notre satisfaction n'est pas d'avoir des chiffres de bande passante énormes, mais bien d'avoir réussi à mettre en place une infrastructure stable et fiable qui correspondait à notre besoin. Et enfin, pour conclure, je voudrais juste finir par vous dire qu'il faut toujours se méfier des discours commerciaux qui vous diront qu'un produit est très complexe et qu'il est impossible à réaliser soi-même. Donc même si la mise en place d'un CDN pouvait paraître un challenge risqué et complexe, c'était effectivement un projet ambitieux, mais ce n'était pas un projet impossible à réaliser. Donc voilà, j'ai terminé, on a un peu de temps pour les questions. J'espère vous avoir donné envie de lancer des projets comme ça.